Bonjour, aujourd'hui on va parler de Humankind à l'aube de la sortie de Civilization VII. Humankind, c'est un jeu qui est développé par Amplitude Studio, sorti il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en août 2021. Il est en review mixte sur Steam, avec 66% d'évaluation positive pour environ 20 000 reviews. Dans cette vidéo, on va explorer un peu ce que vaut Humankind 3 ans après sa sortie, et essayer d'expliquer pourquoi il est en review mixte. Commençons par la base. C'est quoi Humankind ? Humankind, c'est un 4X au tour par tour où on rejoue l'évolution de l'humanité. Donc pour ceux qui n'aiment pas les acronymes horribles ou qui auraient oublié ce que ça veut dire. 4X, c'est une abréviation anglaise pour les jeux permettant de explore, expand, exploit, exterminate. Et on peut faire tout ça dans Humankind. On peut aller explorer l'inconnu sur terre ou sur mer, on peut étendre ses villes et son territoire, on peut exploiter les ressources dessus, et on peut exterminer ses voisins un petit peu gênants. Mais on ne peut pas parler du genre du 4X sans mentionner la série des Civilisations du studio Firaxis. Civilization, c'est le mastodonte du 4X, et tous les jeux de ce genre y sont comparés. Évidemment, c'est une comparaison injuste, parce que quand on compare à Civilization, on compare son exécution, on compare son contenu, on compare tout ce qui est possible, et a priori, il n'y a pas les mêmes budgets de développement entre Amplitude et Firaxis, et donc Amplitude va toujours souffrir de la comparaison. Pour faire une image un peu simple, c'est David contre Goliath, c'est le petit français qui essaye de faire un bon jeu contre le gros produit américain avec plein de moyens. Regardez juste le nom des vidéos YouTube sur le jeu à sa sortie. Il y a le terme civilisation sur la moitié des vidéos. Bon, revenons au jeu. Dans Humankind, on joue l'histoire de l'évolution d'une tribu de l'ère néolithique sur plusieurs milliers d'années. On commence en tant que chasseur-cueilleur, et on traverse les âges pour finir avec un empire de l'ère contemporaine. En gros, on réécrit l'histoire de l'humanité à notre façon. Donc on lance une partie, il y en a une petite tribu de chasseurs-cueilleurs, et on doit atteindre un des 3 premiers objectifs. Soit trouver assez de baies, soit chasser des animaux, ou trouver des curiosités qui traînent sur la carte. Quand on a atteint un de ces 3 objectifs, on va alors avoir la mécanique principale du jeu, c'est le choix de la culture. Le choix de la culture, c'est vraiment central dans Humankind, parce qu'à chaque ère, le joueur ou les intelligences artificielles vont choisir une culture associée. Chaque culture a ses bonus, son unité unique, son style visuel et son orientation globale. Ici, je fais mon premier choix et je choisis les Babyloniens qui sont spécialistes de la science. Avançons un peu dans la partie, j'arrive à l'ère classique et du coup je vais choisir une nouvelle culture. Là je réfléchis un peu et je me dis, allez, je vais aller avec la Grèce, donc les philosophes antiques, etc., etc. Et c'est la grande promesse de Humankind. En fait, à chaque nouvelle ère de jeu, on va changer complètement de culture. Et c'est une idée qui est très innovante pour ce genre de jeu, c'est une idée qui est intéressante parce que ça reflète l'histoire de l'humanité qui s'est pas construite comme ça, et ça apporte aussi de la rejouabilité. Chaque partie va être vraiment différente, et le joueur va faire des choix avec un bon impact. Le choix, c'est le nerf de la guerre dans ce genre de jeu. Le joueur doit faire des choix, il doit faire des paris et des risques. Et cette mécanique, elle supporte tout ça. Bon, on peut aussi lui faire quelques reproches à cette mécanique. Le choix c'est bien, mais il faut qu'il soit pertinent. La plupart des civilisations sont spécialisées dans un seul domaine, et ce domaine n'est pas toujours intéressant pour le joueur. Prenons un exemple un peu extrême. Au milieu de partie, on peut décider de suivre les hordes nomades mongols qui reproduisent les exploits de Genghis Khan. Le style de jeu, c'est de construire plein de chevaliers qui vont aller piller ses voisins. Et bah, si on n'a pas de cheval sur son territoire, on peut pas faire les chevaliers, donc ça sert un petit peu à rien. Et un autre reproche, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les actions que fait le joueur et le choix qu'il aura. C'est toujours le même choix à chaque ère, avec un concept de premier arrivé, premier servi. Donc on est souvent amené à faire de la continuité, ou bien aller vers les civilisations qui nous semblent fortes, basées sur notre expérience ou par défaut. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'il se passe quelque chose d'assez unique. Vous vous souvenez, Civilisation, le gros mastodonte américain ? Bon, et ben il y a quelques semaines, ils ont annoncé leur nouvel opus en grande pompe. Avec des belles vidéos, ils ont présenté les locaux, et ils ont montré la grande nouveauté de ce nouveau jeu. La grande nouveauté, c'est qu'on peut changer de culture au fil d'une partie. Ah ouais, comme Humankind quoi. Ouais, exactement comme Humankind.
Et quand on regarde les premières images, eh ben, il cherche à corriger les défauts, il cherche à avoir un lien plus fort entre l'action du joueur et l'évolution de sa culture. Moins de choix, mais des choix plus forts. C'est injuste ? Oui, c'est injuste. Le jeu vidéo est injuste. Quelqu'un a une bonne idée, c'est repris par d'autres, c'est itéré par d'autres. C'est pas David contre Goliath en fait. Goliath il a piqué l'affront de David, et puis il a mis ses propres améliorations par-dessus. Arrêtons de parler de civilisation pour le moment, et reconcentrons-nous sur Humankind. Qu'est-ce que ça vaut au final ? Eh bien, au premier contact, c'est pas mal du tout. Niveau présentation, on arrive dans le menu principal et on a un avatar customisable qui nous attend, on a des belles cinématiques lorsqu'on lance une partie, et on arrive en jeu, le 4X fait sa magie. On explore, on se demande où poser sa première ville, on rencontre son premier voisin, bref, on fait des choix et on prend des décisions. Mais pourquoi le jeu, il a des reviews mixtes sur Steam alors ? Eh bien, parce que si on creuse un petit peu, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose d'attaquer avec la première grosse mécanique de jeu, la fame. La fame, ou notoriété en français, c'est la condition de victoire principale de Humankind. Cela représente un score d'avancement de notre culture et toutes les civilisations sont en compétition autour de ce score. À la fin de la partie, celui qui a le plus gros score de fame gagne. Donc comment on gagne de la fame ? En grande majorité avec les étoiles d'air. À chaque ère, vous devez gagner des étoiles d'avancement pour progresser et chaque étoile vous donne de la fame. Il y en a 7 différentes, l'étoile de construction de quartier, l'étoile militaire, l'étoile scientifique, l'étoile marchande, l'étoile agraire, l'étoile expansionniste et l'étoile esthète. Ça peut sembler très compliqué comme ça, mais en fait, pas tellement. Pour résumer, vous faites des actions, vous gagnez des étoiles et vous gagnez de la fame. Voilà, c'est simple. Prenons un exemple. À la fin de mon tour, mes chercheurs ont bien bossé, ils ont débloqué une nouvelle technologie. Je débloque une étoile scientifique et de la fame associée. On peut aussi gagner de la fame avec certains petits objectifs compétitifs et également en construisant des merveilles mondiales. Ça c'est plutôt mineur, donc je vais pas m'attarder là-dessus. En termes d'exécution par contre, la fame me pose plusieurs problèmes. Le premier c'est qu'en fait on gagne de la fame relativement régulièrement, souvent sans même s'en rendre compte. Par exemple je passe mon tour, une ville a gagné de la population, j'ai débloqué une étoile, et ça m'a fait de la fame. Ok. Ça fait qu'on n'a pas un suivi très fin, ou on n'a pas une sensation de réussite. Du coup on se compare aux autres joueurs, ou aux intelligences artificielles, et on sait pas trop pourquoi on est meilleur ou moins bon qu'un autre, ça nous donne juste une indication de position. Mais le plus gros problème que j'ai avec la fame, c'est que c'est la seule condition de victoire. Il y a bien des conditions d'arrêt de partie, mais il n'y a pas d'autres conditions de victoire. C'est marqué noir sur blanc dans l'encyclopédie du jeu. Nos actions peuvent terminer la partie sans que l'on soit déclaré vainqueur. Par exemple, je peux être le pionnier de la conquête spatiale et être le premier à envoyer des humains sur Mars, ce qui est une condition pour mettre fin à la partie. Mais je ne vais pas être déclaré vainqueur car mon voisin avait plus de fame que moi. Et du coup, le seul autre moyen de finir une partie avant la fin de l'ère contemporaine, ce qui représente quand même pas mal de temps de jeu, c'est la guerre. Oui, parce que si on zigouille tous les autres, bon, on n'a plus vraiment de problème, on n'a plus besoin de comparer les scores, parce qu'ils seront tous à zéro. Pour le dire autrement, seule la guerre est un plan de jeu de victoire en dehors de la fame. Et la fame, sur le papier, cela devrait être le plan de jeu de tout le monde. Mais c'est rarement un choix actif en dehors de quelques actions. Et du coup, c'est le plan de jeu de personne. La fame, c'est plus une métrique d'avancement par rapport aux autres cultures. Bien sûr, il y a des joueurs qui vont préférer ce système pour sa simplicité, et parce que ça permet de voir rapidement sa position dans la partie, mais à mon sens, elle appauvrit les possibilités de choix et de plans de jeu possibles des joueurs. Une autre décision qui a été faite dans Humankind, qui est à mes yeux une erreur, c'est que l'on retrace l'histoire de l'humanité, avec un univers parallèle au nôtre, mais il n'y a aucun de ces personnages historiques. Dans Humankind, on peut jouer Rome à l'apogée de ses légions romaines, ou bien la horde mongole, mais il n'y a pas de Jules César, et il n'y a pas de Genghis Khan. Je suppose que ce choix a été fait pour se démarquer de Civilisation, qui lui permet aux joueurs de prendre le contrôle d'un leader historique, mais c'est potentiellement un problème, car on s'identifie bien plus facilement aux personnages historiques qu'aux cultures associées. Par exemple, en bon français, je veux rejouer les guerres napoléoniennes, mais Napoléon n'existe pas. Du coup, pour la fantaisie du joueur, il y a ici une opportunité manquée, car ce choix limite les histoires, non pas que le jeu nous raconte,
mais celles que l'on se crée soi-même et qui nous donnent envie de lancer une partie. On va passer à un autre sujet qui est plus compliqué à analyser objectivement, c'est l'effet boule de neige. De toutes les parties que j'ai fait de Humankind, j'ai vu un effet boule de neige, c'est-à-dire un joueur qui s'envole très au-delà des autres, jusqu'à un point de non-retour. Il n'y a pas de règle absolue, mais on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe. Tout d'abord, il faut comprendre un peu comment marchent les statistiques dans le jeu, et pour ça, je vais devoir utiliser un nouvel acronyme désagréable, FIMS. FIMS, c'est pour Food, Industrie, Money, Science. Ce sont les statistiques de base générées par vos villes. Chaque statistique a un but précis. La nourriture permet de grossir la population de vos villes, ce qui va vous fournir des ouvriers spécialisés. L'industrie, c'est la production par tour, chaque ville peut produire des unités ou des bâtiments, et cela a un coût en termes d'industrie. L'argent, ça permet d'acheter des choses sans s'embêter à les produire, et la science, c'est pour avancer dans l'arbre technologique. Jusque-là, normalement, ça va. Et qu'est-ce qu'on observe quand on commence à faire plusieurs parties? Eh bien que le jeu nous permet de nous spécialiser, mais que la spécialisation, c'est pas forcément folichon. Parce qu'en fait, on veut récupérer les petites étoiles pour changer d'air. On a dit, il faut 7 petites étoiles à chaque fois pour changer d'air. Eh bien, les petites étoiles, on est obligé de se diversifier si on veut les avoir. Chaque domaine étant différent. Du coup, c'est quoi la meilleure statistique pour se diversifier? Eh bien, c'est la nourriture. Parce que la nourriture, on récupère des ouvriers spécialisés de tout le reste. Ce qui fait qu'on va monter ces statistiques dans tous les sens. Pour le dire, un plan de jeu nourriture n'est jamais mauvais. Et parfois, on va même faire l'affront de dépasser en statistiques les cultures spécialisées. Et pourquoi c'est important de changer d'air rapidement? Déjà parce que sans surprise, les cultures plus avancées ont de meilleurs bonus, mais surtout on ne peut pas continuer dans l'arbre technologique sans changer d'air. On va être bloqué au bout d'un moment. Par exemple, votre voisin est spécialisé en sciences, mais il est encore bloqué au Moyen-Âge alors que vous êtes à la Renaissance. Vous avez moins de science que lui, mais c'est pas grave, parce que vous allez découvrir la poudre à canon en premier, et lui montrer tous les joyeux usages pratiques que l'on peut en faire. L'un des derniers points qu'il faut noter, c'est que les petites étoiles, elles ne sont pas du tout homogènes en termes d'acquisition. De tous mes tests, ça va beaucoup plus vite d'aller récupérer ces étoiles en allant taper sur ses voisins, en étendant son territoire, plutôt que d'être un sympathique marchand pacifiste. Au final, le game design du jeu sur cet aspect se mord la queue. On choisit des cultures spécialisées, mais on ne progresse que si on se diversifie. Bon allez, j'ai pas mal tourné autour du sujet, donc allons-y, on va parler de la guerre. Pour ce faire, on va se faire une petite mise en situation. Après avoir débuté mon empire avec les Babyloniens, j'ai adopté la culture de la Grèce antique et nous sommes actuellement à l'ère classique. À mon ouest, il y a la reine Sémiramis des Zou, et son visage ne me revient pas trop, tandis que ses ressources ont l'air plutôt alléchantes. Du coup, je décide de monter plusieurs unités d'hoplites, et j'amasse une petite armée à sa frontière, comme si de rien n'était. Je fais une déclaration de guerre sans aucun casus belli valable, et me voilà en route vers sa capitale. En chemin, je tombe sur son armée principale, et ça va être la première bataille de cette guerre. Un combat, ça se déroule en 3 rounds au sein d'un tour, on déplace ses unités en case par case, on essaye de protéger ses archers et de mettre des belles rangées d'hoplites. Le combat dans Humankind, c'est pas mal du tout. C'est un espèce de mini-jeu tactique assez plaisant, et au bout de 3 rounds acharnés, je n'ai pas encore vaincu. La bataille continuera donc au prochain tour. On peut avoir comme ça de très longues batailles avec des renforts qui arrivent sur les côtés sur plusieurs tours. Après avoir défait non sans mal cette première armée, je file assiéger sa capitale. C'était encore une bataille sanglante et je m'en sors avec un tiers de mon armée initiale, mais le plus dur est fait. J'ai capturé sa capitale Aojing et ses ressources. Pour ma plus belle surprise, je capture au passage la merveille culturelle que la reine Sémiramis avait fait, la pyramide de Giza. C'est l'occasion de faire prendre du repos à mes troupes et de préparer ma prochaine action. Je passe le tour. La reine m'a forcé à me rendre et à lui payer un tribut de 1400 pièces d'or. Quoi? Hein? Qu'est-ce que? Mais j'ai pris sa capitale. Décryptons ce qui s'est passé. Dans Humankind, on a une jauge de support de guerre en parallèle de ce qui se passe, et mon support de guerre avait atteint 0. On gagne ou on perd du support de guerre basé sur nos victoires et défaites militaires, mais également sur l'influence culturelle qu'une civilisation peut avoir sur l'autre, et le type de guerre que c'est. Mes territoires étaient fortement influencés par les Zou, et j'avais déclaré une guerre surprise et injuste. Au final, mon peuple n'était pas très content avec ma décision. Moi, à titre personnel, je ne suis pas très d'accord parce que j'avais pris la capitale de mon adversaire et tué toutes ses armées, mais c'est comme ça.
La logique globale, c'est qu'on n'est pas sur des guerres d'annihilation, mais on est plutôt sur des guerres de conquête. On va avoir un affrontement entre deux puissances, mais qui ne va pas se solder par la disparition d'un peuple entier. Non, on va plutôt gratter un petit bout de son territoire si on est vainqueur, ou lui faire payer un fort tribut. Bon, dans mon exemple, j'ai pris un cas un peu extrême, mais on peut aussi avoir le cas inverse, où on a pris toutes les villes de son adversaire, c'est-à-dire tous les moyens de production de son adversaire, mais tant que la jauge n'est pas descendue à 0 pour lui, on ne peut pas le faire plier. C'est au final ma critique principale sur ce système de guerre. Les combats sont très sympas, la logique elle est bien pensée, mais il y en a plein de petits points de friction et d'incompréhension à chaque partie. Par exemple, lors de la bataille avec la première armée dans mon exemple, eh bien je suis allé combattre au sein des murs de la ville, voire même dépasser la montagne, dépasser la pyramide de Giza, et à la fin de la bataille, eh bien je reviens sur mes pas et je dois de nouveau assiéger la ville. Un autre exemple, j'assiège Khufu, qui est une ville à la frontière de mon territoire, et la production de ma propre ville est bloquée. Pourtant, il n'y a aucune unité ennemie sur mon territoire. Non, elle est juste prise dans l'ère de combat définie par le jeu, et du coup elle ne peut rien faire tant que le combat n'est pas fini. Ce n'est pas complètement illogique, mais c'est un point de friction en plus. Pour finir ce tour des mécaniques de jeu, j'aimerais vous parler de la religion. La religion, c'est relativement simple. On a une petite jauge qui se remplit avec une statistique de foi. Quand la jauge est remplie, on choisit sa religion, puis on gagne un bonus. Il y a 4 bonus à récupérer, et c'est tout. Non mais c'est tout, il n'y a rien d'autre, c'est 4 bonus et puis voilà. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas d'interaction. Et du coup c'est bizarre, parce qu'on a beaucoup de cultures qui ont une orientation liée à la religion, c'est-à-dire avoir les bonus plus tôt. Mais une fois qu'on a fini ça, on a fait le tour. C'est frustrant car on pourrait croire qu'on a un vrai plan de jeu religion sympa, mais en l'état c'est juste pas assez intéressant. Pire, c'est dur d'éviter la religion, donc on va toujours finir par avoir les bonus même si on fait pas d'efforts. La religion elle a l'air centrale, mais elle est oubliable. Ici, moi j'estime que c'est un manque de moyens du studio ou un manque d'idées, mais c'est tout à fait quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une refonte lors d'une extension. Allez, arrêtons le gameplay et passons à l'aspect visuel du jeu. Apprécier ou non une direction artistique, c'est subjectif. La question à se poser, c'est est-ce que ça marche pour ce jeu? Et à mes yeux, oui, ça marche pour ce jeu. On a des personnages expressifs et bien animés, la carte du jeu, elle est riche en couleurs et on comprend ce qu'on regarde, et au global, c'est une réussite. Et en plus, tout évolue au sein d'une partie. On a nos villes et nos unités qui changent visuellement selon notre ère, ce qui est très sympa. La plupart du temps, ça fonctionne bien. Parfois, on a quelques cas un petit peu plus cocasses. Je vous laisse juger. Donc j'avais pris les Grecs, et après, je choisis la culture Khmer. Avec les avancées technologiques, j'ai débloqué les piquets. Donc là, vous voyez ma belle unité d'hoplite qui va évoluer envers un piquet, une unité plus forte. Et là, ils sont en pagne avec un chapeau, il n'y a plus aucun bout d'armure. Ouais, bon... Petit couac comme ça mis à part, globalement, il n'y a aucun souci. On peut quand même faire quelques reproches à la direction artistique si on creuse un peu. Le premier reproche, c'est la lisibilité des villes et des quartiers. Alors, dans ces villes, on peut placer des quartiers de ferme, des quartiers d'industrie, je pense que vous l'avez déjà vu au fil de la vidéo. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que ces quartiers se ressemblent tous visuellement énormément, quelles que soient les aires. Donc là, on va prendre un petit exemple, j'ai une belle ville de l'ère industrielle, là, et tout autour, j'ai des petits quartiers. Alors, on va essayer de compter qu'est-ce qu'on a comme quartier autour de cette ville. Je vous laisse quelques secondes, et j'active l'overlay. Et bien quand j'active l'overlay, il fallait compter 4 quartiers de ferme, 4 quartiers scientifiques, 4 quartiers de marché, 2 quartiers d'industrie, et un mausolée d'Halicarnasse. Et le souci que ces quartiers se ressemblent visuellement énormément, eh bien c'est que quand on passe au-dessus d'une ville, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on a dessus. On sait qu'on a des quartiers, mais c'est pas instinctif, on est obligé d'activer des petits overlays ou d'avoir mémorisé tout ce qu'on a fait dans la partie. Et le deuxième point, c'est les petites icônes sur les cartes, les petites icônes qui indiquent la ressource ou l'industrie. Donc ça donne une bonne indication de est-ce que ce territoire va être intéressant pour nous. Le souci, c'est que les icônes, elles ont toutes un petit chiffre, et plus le chiffre est gros, plus l'icône est grosse. Mais au final, on passe son temps à avoir des tout petits chiffres partout sur son écran. Et c'est fatigant. Et là, je suis désolé, je ressors l'argument civilisation, mais juste regardez une carte de civilisation 6, comment c'est beaucoup plus lisible. C'est le jour et la nuit là-dessus.
Et c'est vraiment dommage pour la lisibilité du jeu d'avoir ces petits défauts. Bon, après là on est sur du perfectionnisme. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est très bien. Et d'ailleurs, une petite mention spéciale à la musique qui nous accompagne durant tout le jeu, qui est très agréable. Des fois, on veut aussi jouer juste avec ou contre ses amis. Et du coup, on peut regarder un peu ce que donne le multijoueur sur Humankind. J'ai pu faire plusieurs parties en multijoueur, et il y a une bonne base avec beaucoup d'options disponibles, malgré quelques manques assez étonnants. Niveau présentation, on a une pléthore d'options pour mettre en place sa partie, ce qui est assez attendu. Mais il en manque une que je ne comprends pas. Il n'est pas possible de mettre en place des équipes au lancement d'une partie multijoueur. Par exemple, on a un groupe de 4 copains, et ils veulent faire un 2 contre 2. Eh bien, ils ne peuvent pas mettre en place un 2 contre 2 au lancement de la partie. Ou bien ils peuvent pas décider d'arriver sur la carte à peu près au même endroit. Et c'est plutôt dommage parce que des fois on veut juste faire une partie entre copains, par exemple 3 joueurs contre 3 intelligences artificielles. Mais on peut pas forcer le jeu à dire que les 3 intelligences artificielles sont ensemble. C'est assez limitant. On pourrait penser que la communauté multijoueur sur ce genre de jeu, c'est 3 fois rien. Et pourtant il y a un contre-exemple qui est assez fort, c'est CiveFR. CiveFR, c'est une association communautaire qui a pour but de développer l'aspect multijoueur de Civilization. Comme Humankind, le jeu de base ne permettait pas assez d'options. Et du coup, ils ont tout fait à la main. Ils ont mis en place de quoi faire des parties en équipe, ils ont refait tout l'équilibrage de jeu, ils ont proposé des moyens pour les joueurs de trouver des parties qui correspondent à leur niveau de jeu, et ils font même des compétitions en ligne sur des plateformes de streaming. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui sont complètement délaissés par les développeurs du jeu. Ils ont tout fait eux-mêmes. Et il y a une vraie opportunité business de comprendre et d'écouter les besoins de ces joueurs. Parce que quand on a des compétitions en ligne et quand on a plusieurs milliers de joueurs actifs tous les jours sur un jeu, ça fait des ventes sur la durée. Ça fait de l'activité, ça remet le jeu sur le devant de la scène. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir. Pour finir cette analyse, je vais vous parler du vrai point noir du jeu. Le vrai point noir du jeu, c'est que tout ce que je vous ai dit, j'aurais pu le dire il y a 3 ans, lors de la sortie. Alors, c'est pas tout à fait vrai, déjà le jeu est sorti sur console 2 ans après la sortie PC, et il y a eu quelques DLC. Il y a eu une extension Together We Rule, mais qui n'a eu que peu d'acheteurs et qui n'a pas été très bien reçue, et sinon il y a 3 packs qui rajoutent des nouvelles cultures. Mais c'est terrible en fait, parce que la base du jeu il y a 3 ans, elle était vraiment bonne. La sortie, elle est réussie, 55 000 joueurs en simultané, c'est un bon score, il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent. Sur ce genre de jeu, c'est normal d'avoir des extensions qui vont ajouter des nouveautés et améliorer ce qui était là avant. Et là, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Pour donner un point de comparaison, on va regarder Stellaris, un de leurs concurrents. En plus, c'est pas mal, ils ont un pic de joueurs en simultané à 68 000, c'est pas si loin de nous. Et si on regarde les chiffres de joueurs, c'est une jolie chaîne de montagne. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a toujours de l'activité. Sur la journée d'hier, il y a eu 15 000 joueurs. Et si on compare avec Humankind sur la journée d'hier, c'est 1000 joueurs en simultané. Et si on regarde le graphique, c'est plat. C'est vraiment très plat. Et il n'y a eu aucun pic d'activité depuis la sortie. Et c'est la critique principale qu'on peut faire au jeu. J'aurais pu faire la même vidéo à la sortie. Et c'est d'autant plus fou que Amplitude, ils ont une plateforme communautaire pour parler et interagir avec leurs joueurs. Donc soit il y a eu une défiance business et il n'y a eu aucun moyen qui a été mis dans les extensions, soit ils se sont complètement plantés dans leurs intentions sur ce qu'ils allaient faire. En conclusion, Humankind, c'est un très bon premier jet qui n'a pas revu sa copie en profondeur. Il y a clairement des faiblesses dans le jeu et des points d'amélioration, mais la base est très solide. Au premier abord, on pourrait être étonné de la notation mixte des joueurs, mais c'est la suite plutôt logique de l'absence d'évolution du jeu depuis sa sortie, et le fait de souffrir de la comparaison avec Civilization. En fait, Amplitude a 2 angles d'approche s'il continue à travailler sur Humankind, que ce soit avec une extension ou une suite. Soit ils continuent sur leur lancée de vouloir s'inscrire sur le même marché, avec une grosse part d'inconnus, parce qu'ils ont perdu leur point de différenciation fort, celui-ci ayant été repris par Civilization 7. Ou bien ils tentent le pari de se différencier et d'essayer de sortir de cette case, que ce soit avec des règles de jeu ou une direction artistique différente. Mais c'est avec le risque de s'aliéner les joueurs qui sont déjà acquis à leur cause. Je vous remercie de m'avoir écouté.